Le palais de justice de Lyon s'est levé, enveloppé d'un brouillard froid et d'un silence épais, de ceux qui semblent retenir le souffle du temps. Dehors, les cloches de la cathédrale marquaient le début de la matinée, et dans la salle d'audience principale, des dizaines de personnes assises sur des chaises en bois murmuraient entre elles. L'affaire du jour attirait l'attention de toute la ville. Les caméras des chaînes locales étaient positionnées, les journalistes réglaient leurs micros, et la tension ambiante était presque physique. L'homme que tout le monde attendait n'était pas encore entré, Étienne Moreau, le juge le plus rigoureux et le plus redouté de France. Il était connu pour ses sentences implacables et sa position inébranlable. Aucun accusé n'osait le regarder dans les yeux, et aucun avocat ne pouvait prédire ses verdicts. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que derrière sa robe se cachait un homme brisé. Il y a 10 ans, un accident de voiture l'avait laissé paraplégique. Cette nuit-là, par une pluie battante, il avait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, qui avait dévalé un pont. Il avait survécu, mais sa femme, Clara, non. Dès lors, Étienne vécut entre le poids de la culpabilité et la prison de son propre corps. De juge admiré, il devint un symbole de froideur et de rationalité. Il commença à ne croire qu'aux preuves, aux lois et aux sentences, jamais plus aux miracles. Ce matin-là, il jugerait l'affaire de Luc Bernard, un mécanicien de 38 ans, accusé de fraude et de résistance à l'arrestation. Un homme simple, veuf, père d'une fillette de 7 ans prénommée Amélie Luc, avait été arrêté après avoir tenté d'empêcher la saisie du petit atelier hérité de son père. Le procès-verbal le décrivait comme agressif et insolent, un rebelle et dangereux. Pour Étienne, il n'était qu'un visage coupable parmi des centaines d'autres qui étaient passés devant son fauteuil roulant. L'horloge murale sonna 9h42 lorsque la porte latérale s'ouvrit. Tout le monde se leva. Le bruit des roulettes du siège du juge résonna sur le bois poli, imposant le respect. Debout devant le pupitre, il ajusta ses lunettes et déclara « Le tribunal de Lyon ouvre l'audience ». La voix grave et glaciale résonna dans la salle. Le procureur, un homme arrogant en costume sombre, s'avança, documents à la main. L'avocate commise d'office, une jeune femme à l'air fatigué et tendu, resta silencieuse, observant l'accusé assis, menotté, le regard vide. Luc paraissait vaincu avant même le début du procès. Son visage était marqué par l'épuisement, et ses mains tremblaient sur ses genoux. Il ne pleurait pas, mais ses yeux trahissaient une peur silencieuse, celle de ne plus jamais revoir sa fille. Le juge observa l'homme quelques secondes, sans compassion. Pour lui, ce regard était comme tous les autres, celui de quelqu'un qui implore la clémence après avoir défié la loi. « Monsieur Bernard, dit-il sur son ton impersonnel habituel, comprenez-vous les accusations portées contre vous ?» Luc hocha la tête en silence. « Et pourtant, vous maintenez votre innocence. » Il hésita un instant puis répondit d'une voix rauque « Je maintiens votre honneur. J'essayais simplement de sauver ce qui me restait de vie. » Le procureur s'éclaircit la gorge avec irritation. « Avec tout le respect que je vous dois, votre Excellence, le prévenu a été arrêté en flagrant délit. Il a résisté, détruit des documents et agressé un agent. Nous disposons de preuves suffisantes. » Étienne hocha légèrement la tête. L'issue lui semblait évidente. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce qu'un imprévu survienne. La porte du tribunal s'ouvrit lentement, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence absolu. Tout le monde se retourna. Les gardes se regardèrent, perplexes. Une jeune fille en robe jaune, les cheveux soigneusement tressés, entra seule, serrant contre sa poitrine une enveloppe froissée. Elle semblait déplacée dans ce décor solennel. Et pourtant, elle marchait avec un courage qui désarmait tout le monde autour d'elle. Étienne fronça les sourcils. Surpris. « Qui a laissé entrer cet enfant ?» demanda-t-il avec irritation. L'un des agents de sécurité a tenté d'intervenir, mais la jeune fille a levé le visage et a dit d'une voix claire « S'il vous plaît, monsieur le juge, je dois vous donner ceci. » Un murmure se répandit dans la salle comme une vague. Les journalistes échangèrent des regards. Le procureur fronça les sourcils, et même l'accusé, Luc Bernard, sembla se réveiller de son désespoir en voyant qui venait d'entrer. C'était sa fille, Amélie. Son regard était rempli d'effroi. « Amélie !» s'exclama-t-il en se levant instinctivement, mais les gardes le saisirent par les épaules. « S'il vous plaît, sortez-la d'ici, elle ne devrait pas être là. » Mais Amélie continuait d'avancer d'un pas assuré, l'enveloppe serrée entre ses doigts. Ses pas légers résonnaient sur le sol de marbre, chacun constituant un défi à l'autorité qui régnait sur les lieux. Les journalistes, fascinés, se penchèrent pour tenter de photographier la scène. La jeune fille semblait n'entendre rien, ni les murmures, ni les flashs, ni la voix de son père. Elle fixait simplement le juge assis dans son fauteuil roulant. Étienne Moreau observait cette approche avec une émotion qu'il ne pouvait nommer.
Il aurait dû ordonner son départ immédiat, mais quelque chose dans l'expression de l'enfant, ce mélange d'innocence et de courage, l'en empêcha. « Votre honneur !» Car dit Amélie d'une voix douce mais ferme, « Je sais que vous déciderez du sort de mon père, et je voulais vous demander de lire ce qui est écrit ici. » Elle souleva timidement l'enveloppe. Pendant un instant, le juge hésita. Ses yeux se fixèrent sur le papier froissé, et un souvenir lointain lui traversa l'esprit, celui de sa propre fille, qui avait presque le même âge qu'elle, lorsqu'elle mourut dans l'accident aux côtés de sa mère. Étienne cligna des yeux, tentant de chasser ce souvenir, et répondit froidement, « Mademoiselle, nous sommes dans une salle d'audience. Les enfants ne participent pas aux audiences. Remettez cette enveloppe à l'un des gardes et rentrez chez vous. » Amélie baissa les yeux, prit une grande inspiration et, avec l'innocence que seul un enfant possède, dit « Mais tu as aussi une maison. » La question trancha. Le juge se figea. Pendant un instant, il ne sut que dire. Les personnes présentes se regardèrent, surprises par l'audace de la jeune fille. Elle a continué. « Parce que papa dit que lorsque nous nous mettons en colère contre le monde et que nous n'avons plus la foi, nous perdons le chemin du retour. » Étienne déglutit difficilement. Quelque chose en lui bougea, comme si une fissure s'était ouverte dans le mur de glace qui l'enveloppait depuis des années. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il plus doucement. « Amélie Bernard », répondit-elle sans hésiter. « Et l'homme que vous voulez arrêter est mon père. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Le procureur se leva indigné. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, c'est un affront à l'ordonnance du tribunal. Un enfant ne peut pas intervenir dans un procès. » Étienne leva la main, demandant le silence. « Laissez-la parler. » Le procureur a essayé de discuter, mais le regard du juge l'a fait taire. L'atmosphère devint pesante, tendue, comme si l'air était devenu trop dense pour respirer. Amélie s'approcha lentement de la table des juges, et chacun observa chacun de ses pas, comme si le destin se réécrivait sous leurs yeux. En s'approchant, la juge put mieux examiner l'enveloppe. Elle était sale, froissée, avec de petites taches d'encre bleue et quelque chose qui ressemblait à une déchirure. Étienne tendit la main avec hésitation. Amélie le lui tendit avec précaution, comme si elle transmettait quelque chose de sacré. Il leva le papier et, pendant un instant, fixa l'écriture tordue dans le coin supérieur à l'homme qui peut changer le destin de mon père. Le juge ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite d'une écriture enfantine. Le juge s'arrêta de lire, les mains légèrement tremblantes. Il ne pouvait détacher son regard de ces phrases. L'écriture enfantine, l'innocence brute des mots, c'était comme si le temps s'était arrêté. Amélie, debout devant lui, attendait en silence. « Qui vous a aidé à écrire cela ?» a demandé le juge, la voix rauque. « Personne, monsieur. C'est mon père qui m'a appris à écrire. J'ai simplement demandé à Dieu ce que mon cœur me disait. » Elle marqua une pause et ajouta « Et il m'a dit que tu comprendrais. » Étienne prit une grande inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait fragile, non pas à cause de la lettre, mais à cause de la certitude qu'il y avait là quelque chose qui surpassait toute logique, tout protocole. Le silence qui suivit ces derniers mots parut pesant. On aurait dit que chacun dans la salle d'audience retenait son souffle, craignant qu'un seul bruit ne brise quelque chose de fragile qui venait de naître là. Étienne Moreau, qui s'était vanté pendant des années de ne jamais hésiter devant un accusé, sentit au fond de sa poitrine une porte ancienne s'entr'ouvrir. De l'intérieur, des souvenirs qu'il avait gardés enfermés surgirent. Il se revit plus jeune, par une fin d'après-midi pluvieuse, roulant sur une route étroite de la banlieue lyonnaise. Il se souvint de Clara, de son sourire léger, de sa main posée sur la sienne, et d'un petit sac à dos bordeaux sur la banquette arrière, celui de sa fille, qui, ce soir-là, lui avait supplié de lui prendre son jouet préféré. Il pleuvait à verse, et dans un virage faiblement éclairé, tout devint noir. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était à l'envers, sanglé, sentant l'odeur métallique du sang et le froid d'un monde qui avait soudain perdu tout sens. Sa femme ne respirait plus. La sirène tarda. Son corps réagit encore moins. Des jambes, seulement le silence. Il leva de nouveau les yeux vers Amélie, et quelque chose s'opéra. L'enfant devant lui avait la même assurance innocente qu'il avait autrefois vue chez sa propre fille. Une lueur qui disait « La vie est toujours plus grande que la douleur ». Étienne s'éclaircit la gorge, essayant de se ressaisir, mais sa voix était plus basse. « Amélie, comprends-tu que nous sommes devant un tribunal? Que je juge selon la loi ?» Elle hocha la tête. « Je sais, monsieur le juge, mais vous savez aussi que la loi est un pont. On le traverse pour arriver de l'autre côté, là où se trouve la justice. La sentence atterrit dans la pièce comme un oiseau rare. » Le procureur pinça les lèvres, gêné. L'avocat commis d'office laissa échapper un sanglot. Étienne sentit un pincement dans ses mains,
Ce n'était pas de la douleur, c'était une légère chaleur, un courant qui lui parcourait les bras comme pour l'avertir. Il y a encore de la vie ici. Il prit une grande inspiration et retourna à la lettre. Il relut en silence le vers qui parlait de guérir quelqu'un avant d'être guéri, et son esprit revint à cette courbe, au moment où, sans s'en rendre compte, il avait décidé de construire une forteresse de glace pour ne plus jamais ressentir quoi que ce soit. « Tu as dit que Dieu t'avait parlé », murmura-t-il presque dans un murmure. Qu'a-t-il dit exactement » Amélie ne sia pas. « Que vous n'êtes pas simplement coincé dans ce fauteuil, monsieur le juge, vous êtes coincé à l'intérieur, et que mon père n'est pas votre ennemi. C'est juste un homme fatigué qui a besoin d'une chance de redevenir bon. » Luc, menotté, baissa la tête et pleura doucement. Ces mots prononcés sans fioriture transpercèrent l'armure des adultes présents et s'enfoncèrent dans un lieu oublié. Étienne sentit son cœur battre plus vite, à un rythme qu'il n'avait pas entendu depuis des années, et l'espace d'une seconde, il souhaita, comme quelqu'un qui désire de l'eau dans le désert, que ce soit vrai. Il souhaita que ce soit vrai, même si ce n'était que dans un lointain passé. Il parcourut la pièce du regard. Tant de vie, tant de regards, tant d'histoires. Et là, devant lui, un enfant priait non seulement pour son père, mais pour quelque chose qu'il ne pouvait même pas nommer. Priait pour que la justice retrouve un visage humain. Il déposa la lettre sur la table, avec précaution, comme s'il s'agissait d'un cristal fragile. Puis, en tendant la main vers l'accoudoir de sa chaise, il remarqua autre chose. Ses doigts ne tremblaient plus comme avant. Cette constatation le surprit et le captura à la fois. Son corps tout entier sembla entendre un appel ancien, celui que l'âme reconnaît avant l'esprit. Étienne déglutit, luttant pour retrouver son ton habituel. « Procureur, Madame la défenseure, le tribunal écoutera attentivement ce que vous avez à dire. Ensuite, nous reprendrons l'audience. » Et se tournant vers Amélie avec un respect non dissimulé, il ajouta « Parle petit, je t'écoute. » L'autorisation du juge fit l'effet d'une étincelle entre ses murs froids. Personne n'osa l'interrompre. Même les caméras discrètement tournantes étaient baissées, comme si le métal lui-même comprenait que quelque chose de sacré allait se produire. Amélie prit une grande inspiration, ajusta ses tresses, défaits par la nervosité, et regarda le juge avec une sérénité qui démentait l'importance de l'événement. « Votre juge, » commença-t-elle, « mon père m'a appris qu'il ne faut pas mentir, même quand on a peur, et j'ai très peur, mais la peur ne peut pas dominer le cœur. » La voix enfantine semblait toucher les cordes sensibles de chaque personne présente. Il parlait lentement, sans hâte, choisissant chaque mot comme s'il cherchait son chemin dans l'obscurité. Ce n'est pas un homme mauvais. Il est juste devenu triste après le départ de maman. Parfois, il se met en colère, mais c'est parce que le monde entier s'est d'abord mis en colère contre lui. Quand ils ont arrêté papa, ils ont dit qu'il ne méritait aucune pitié. Mais papa m'a appris que personne ne naît méritant ou non quoi que ce soit. On apprend, on change, on réessaie. Luc ne pouvait relever la tête. Des larmes coulaient sur les menottes et ruisselaient sur le sol. L'avocate commise d'office se pencha en avant, essayant de retenir ses larmes. Le procureur, les bras croisés, fixait le sol, gêné comme s'il prenait enfin conscience du poids de sa propre arrogance. « J'ai écrit cette lettre pour que tu saches que mon père prie pour toi tous les soirs. » y continua Amélie. « Il m'a dit que tu étais coincé dans un fauteuil après un accident. Et il m'a dit que s'il le pouvait un jour, il prierait Dieu pour qu'il te rende ce que tu as perdu. » Le juge sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette information concernant un homme qu'il ne connaissait même pas personnellement lui transperça le cœur comme un éclair silencieux. « Est-ce qu'il prie pour moi ?» demanda-t-il presque sans voix. « Oui, monsieur, tous les soirs. Il dit qu'on ne peut pas juger quelqu'un qu'on ne connaît pas et que sa souffrance est plus grande que la sienne. » Étienne baissa les yeux, incapable de supporter le poids de ces mots. Il sentit une boule dans sa gorge, une envie irrésistible de pleurer, mais la dignité de sa toge l'en empêcha. Il essaya de dissimuler le tremblement dans ses mains, mais en vain. Les années d'autopunition, d'éloignement, de scepticisme, tout lui revint en mémoire. Amélie fit un autre pas en avant. « Aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu de me laisser entrer ici. Je savais que je ne pouvais pas, mais je l'ai demandé quand même. Et il m'a dit que tu m'écouterais, car il veut aussi que tu te lèves. » Un murmure parcourut l'auditoire. Le juge leva les yeux, surpris, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait aucune dureté en lui, seulement de la confusion et de l'humanité. « Tu te lèves » demanda-t-il dans un murmure. « Oui, pas seulement des jambes, répondit-elle, mais du cœur. » Ces mots troublèrent une corde sensible. Le juge resta immobile, le visage tourné vers la jeune fille, tout son corps attentif comme si elle avait touché une vieille blessure et, en même temps, y avait appliqué un baume. L'atmosphère de la salle d'audience semblait différente.
Le poids habituel des sentences, des règles et des masques avait disparu. Seule la présence d'une vérité qui s'imposait, parce qu'elle était trop simple à nier. Le juge le regarda puis la jeune fille et dit « Parfois, protéger ce que l'on aime est aussi une forme de résistance. » Cette phrase, sortie de la bouche d'un homme qui ne laissait jamais échapper une once de sa personnalité, provoqua la stupeur. Toute la salle d'audience sentit quelque chose changer sous ses yeux. Étienne semblait lutter contre le protocole, contre la logique, contre tout ce qu'il avait appris sur la neutralité. Mais il y avait quelque chose de plus fort que tout code, le son de cette voix enfantine qui lui rendait une foi qu'il croyait morte. Le juge baissa de nouveau les yeux sur la lettre et, pour la première fois depuis qu'il avait perdu sa famille, il sourit. Petit, timide mais sincère. « Amélie, dit-il, crois-tu vraiment que Dieu peut guérir ce que le monde a brisé ?» La jeune fille sourit, avec la sérénité de quelqu'un qui en sait plus qu'elle n'explique. « Je crois que Dieu utilise les gens pour cela. Parfois, il choisit même un juge. » Les derniers mots de la jeune fille restèrent suspendus dans l'air comme une prière que personne n'osait interrompre. Même le son lointain des horloges dans le couloir semblait s'estomper, comme si le temps lui-même voulait entendre ce qui se passait à l'intérieur. Étienne Moreau gardait le regard fixé sur Amélie et quelque chose remua dans sa poitrine. Une sensation depuis longtemps oubliée, une chaleur qui se répandait lentement de l'intérieur, dissolvant les murs de glace qu'il avait érigés pendant une décennie. Il prit une profonde inspiration, son cœur battant à un rythme qu'il n'avait plus connu depuis des années. Son corps, habitué à l'immobilité, réagissait étrangement, comme si le sang circulait à nouveau dans des territoires abandonnés. Le juge tenta de le dissimuler, ajustant sa robe et se tournant vers le procureur, mais la voix qui sortait de sa bouche n'était plus la même. Ça lui manquait le poids sec de l'autorité, mais plutôt la fragilité humaine de celui qui est confronté à l'inexplicable. « Monsieur le procureur, » dit-il lentement, « nous allons reporter la lecture du jugement. Le tribunal doit comprendre quelque chose avant de se prononcer. » Le procureur ouvrit la bouche pour protester, mais le regard noir du juge le fit taire. « Votre Excellence, c'est irrégulier, » risqua-t-il. « Ce qui se passe ici est plus important que les formalités, » répondit le juge avec une fermeté calme. « Parfois, la justice doit écouter le cœur avant la loi. » Un murmure parcourut l'assistance. Certains chuchotaient, d'autres pleuraient doucement. L'avocate, commise d'office, encore émue, posa la main sur l'épaule de Luc, comme pour lui demander du calme. Il fixa sa fille, la fierté et la peur mêlées dans un même geste. Amélie, pour sa part, ne parut pas surprise. Elle observait le juge avec le naturel de quelqu'un qui savait, au fond d'elle-même, que ce moment était la raison de sa présence. « Je vous ai dit que Dieu choisit les bonnes personnes, monsieur le juge, » murmura-t-elle avec un sourire timide. Étienne se pencha légèrement, curieux et déconcerté par la foi de l'enfant. « Et si je te disais que je ne crois pas au miracle, que dirais-tu » La jeune fille fronça les sourcils, réfléchit un instant et répondit avec une pureté qu'aucun discours ne pouvait imiter. « Je dirais que vous y croyez, monsieur. Vous avez juste oublié ce que c'est. » Le juge sentit le sol se dérober l'espace d'un instant. Cette phrase résonna comme un murmure venant de quelqu'un qu'il aimait et qu'il avait perdu, Clara. L'espace d'un instant, il entendit la voix de sa femme douce et distante lui dire la même chose à l'hôpital il y a tant d'années, lorsque les médecins lui avaient annoncé qu'il ne remarcherait plus jamais. « Tu croiras encore, Étienne. » Son cœur s'emballa. Il baissa les yeux pour dissimuler son émotion et, sans s'en rendre compte, ses mains commencèrent à bouger avec plus de régularité. Ses doigts, toujours froids et engourdis, palpitaient à présent. Une légère vibration le parcourut. Il cligna des yeux, confus. Sur le côté droit, un des gardes, observant discrètement, murmura « Monsieur, vous tremblez. » Étienne essaya de bouger sa jambe. Un léger tressaillement lui répondit. Un instant, il crut l'imaginer. Mais le muscle bougea de nouveau, involontairement. Le grincement du métal de la chaise résonna dans la pièce. Ses yeux s'écarquillèrent. Le procureur fit un pas en avant, surpris. L'avocate commise d'office se couvrit la bouche de la main. Amélie se contenta de sourire. Comme si elle savait déjà, Luc leva les yeux avec incrédulité. Mon Dieu. Le juge ferma les yeux, incapable de comprendre ce qui se passait. Son corps tout entier sembla se réveiller d'un long sommeil. Un mélange de peur et d'espoir lui parcourut l'échine. Il prit une profonde inspiration et ressentit quelque chose de différent. Le poids de son propre corps sur ses jambes, un poids réel, vivant. « Non », murmura-t-elle en tremblant, « ce n'est pas possible. » La fille s'avança, sa douce voix brisant le silence. « Oui, c'est vrai, votre honneur. C'est à vous de choisir d'y croire. » Et puis c'est arrivé. Étienne agrippa lentement les bords de la chaise et, devant tout le monde,
commença à se lever. D'abord une faible poussée, puis un tremblement visible. Le bruit des roues raclant le sol résonna comme un coup de tonnerre. Son corps vacilla, mais il resta debout. La salle entière retenait son souffle. Le procureur pâle recula d'un pas. L'avocat commis d'office pleurait ouvertement. Les journalistes avaient oublié leurs appareils photo. Luc, à genoux, pleurait et souriait en même temps, ses menottes cliquetant. Étienne regarda ses propres jambes, puis le visage de la jeune fille. « Comment » murmura-t-il. Amélie sourit, ses yeux brillants comme la lumière du soleil à travers un vitrail. « J'ai dit que Dieu répare ce que le monde brise. » Le juge porta les mains à son visage et pleura. Il pleurait comme un homme qui, depuis 10 ans, avait perdu toute sensibilité. Chaque larme effaçait une partie de la douleur accumulée. Lorsqu'il parvint à parler, sa voix était étranglée mais ferme. L'audience est levée. Aujourd'hui, le tribunal a été témoin de la preuve vivante que le pardon a du pouvoir. Il regarda le père de la fille et ajouta « et qu'aucun véritable amour ne devrait être condamné ». Le public se leva, applaudissant malgré ses larmes. Et pour la première fois depuis l'accident, Étienne Moreau sourit, non pas en tant que juge, mais en tant qu'homme. Les applaudissements résonnaient encore lorsque le juge se rassit, stupéfait. Ses mains tremblaient, non de peur mais de stupeur. Son corps tout entier était léger, chaud, vivant. Pendant des années, il avait contemplé ses jambes comme s'il contemplait des ruines. Maintenant, pour la première fois, elle répondait. Étienne Moreau essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées, mais c'était impossible. Ce qui s'était passé défiait toute explication médicale, toute logique juridique. Il observa le visage de la jeune fille, toujours debout devant la table, et vit en elle une sérénité qui semblait ancienne, comme si l'enfant portait en elle une foi héritée de siècles passés. Le public était en larmes, mais personne n'osait s'approcher. Même les journalistes, venus chercher les gros titres, baissaient leurs caméras, incapables de transformer l'instant en spectacle. L'avocate commise d'office s'essuya les yeux, tandis que le procureur pâle marmonnait quelque chose d'incohérent. Étienne leva la main pour réclamer le silence, et peu à peu la salle se tut. « Le tribunal », commença-t-il d'une voix tremblante, « le tribunal ignore ce qu'il a vu aujourd'hui, mais je sais que je ne serai plus jamais le même. » Ici, Luc Bernard pleurait dans le box des accusés, le visage baigné de larmes. Le juge se tourna vers lui et, pour la première fois, le vit non pas comme un accusé, mais comme un père. « Monsieur Bernard, levez-vous » ordonna-t-il doucement. Luc obéit, ses menottes tintant. Le juge fit signe à l'officier. « Reprends ça. » Le garde hésita. « Votre Excellence... » Étienne observait la scène et sentait une boule se former dans sa gorge. C'était comme si Dieu lui avait rendu quelque chose de bien plus grand que le mouvement, la capacité d'être ému. Des années auparavant, il avait jugé hommes et femmes sans s'autoriser à ressentir quoi que ce soit. Maintenant, devant un père et sa fille, il comprenait ce qu'était la vraie justice. Non pas un ensemble d'articles et de codes, mais un acte d'humanité. « Je ne peux pas l'expliquer, » dit-il honnêtement. « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je sais que cette fille a apporté quelque chose que la loi n'enseigne pas. » Amélie l'observait attentivement, ses petites mains jointes devant elle. « J'ai seulement fait ce que je ressentais, votre honneur. »« Et qu'as-tu ressenti ?» demanda-t-il. « Que Dieu a voulu te parler. » Le juge prit une grande inspiration et hocha la tête. La foi de cet enfant avait brisé les barrières qu'il avait mis sa vie à ériger. « Parfois, répondit-il, Dieu choisit des voies improbables pour rappeler aux hommes ce qu'ils ont oublié. » Luc s'approcha, tenant toujours la main de sa fille. « Votre Excellence, je n'ai pas de mots, je ne sais pas quoi dire. » Étienne leva les yeux et pendant un instant les deux hommes se regardèrent, sans juge ni accusé, sans culpabilité ni supériorité, juste deux êtres humains face à quelque chose de plus grand qu'eux deux. « Dites-moi juste une chose, monsieur Bernard, » murmura le juge. « Pensez-vous pouvoir tout recommencer ?» Luc hésita, regarda sa fille et répondit « Si vous, qui êtes resté coincé sur une chaise pendant 10 ans, avez pu vous lever, alors moi aussi je le peux. » Le juge sourit. « Alors commence. » Il s'est tourné vers le public. Le tribunal suspend la peine. L'accusé sera remis en liberté et participera à un programme de réinsertion sociale. Et ce tribunal, qui a tant puni, choisit aujourd'hui de gracier. L'avocate commise d'office ne put retenir ses larmes. Le procureur baissa simplement la tête, à la fois vaincu et touché. Les applaudissements reprirent, et la jeune fille serra la main de son père. Étienne les observa et, pour la première fois depuis l'accident, sentit le poids de la culpabilité qui l'accablait s'alléger. Alors que la pièce se vidait, il resta seul quelques minutes, les yeux fixés sur ses mains. Il rouvrit l'enveloppe et relut la lettre. Les mots, écrits d'une écriture tordue et innocente, semblaient vivants,
Il les toucha du doigt comme s'il touchait une relique. La phrase « Dieu guérit ce que nous ne voyons pas » brillait devant ses yeux. Il ferma le papier, le posa sur sa poitrine et murmura « Et ça guérit vraiment ». L'écho de la foi de cette fille persistait encore dans l'air, battant comme un cœur neuf. La nouvelle se répandit plus vite que le vent. Avant même le lever du soleil sur Lyon, les journaux locaux titrèrent déjà en grosses lettres « Un juge paralysé se lève pendant le procès et libère un père innocent ». À la radio, dans les cafés, dans les bus et sur les marchés, les gens se demandaient si c'était vrai. Les plus sceptiques parlaient d'hystérie collective, les plus fervents parlaient de miracle. Alors que la ville bourdonnait de spéculations, Étienne Moreau se réveilla avant l'aube, comme chaque jour. Ce matin-là seulement, lorsqu'il ouvrit les yeux, quelque chose était différent. La pièce baignait dans une douce lumière dorée, et l'air semblait plus léger, presque silencieux. Par réflexe, il essaya de bouger ses jambes, et elles répondirent. Lentement, mais elles répondirent. Pendant un instant, le juge resta, assis là, les yeux rivés sur ses pieds, comme s'il contemplait un fragment de l'impossible. Les souvenirs de la veille lui revinrent par éclairs. La jeune fille, la lettre, la chaleur dans ses jambes, l'étonnement du public, les applaudissements, le pardon. Tout semblait un rêve. Il posa ses mains sur le matelas et se leva, debout. En entier, les larmes jaillirent sans prévenir. Elles étaient brûlantes, libératrices. Il pleura comme un homme qui se retrouve enfin. Il se passa les mains sur le visage et, toujours tremblant, se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville s'éveillait lentement. La lumière du soleil perçait les toits et se reflétait sur la Saône, dorant ses eaux. Il resta là, immobile, absorbé par le chant des oiseaux, l'odeur du pain des boulangeries, le son lointain des cloches. Pendant longtemps, il a cru qu'il ne retrouverait plus jamais la joie de vivre. Mais maintenant, les pieds sur terre, il ressentait une gratitude si profonde qu'elle le faisait paraître différent. Sur le coin de la table, sur le journal de la veille, se trouvait l'enveloppe d'Amélie. Il la ramassa, les mains encore tremblantes. Le papier était plié et un peu froissé, mais intact. Il caressa du doigt les mots « À l'homme qui peut changer le destin de mon père ». Il sourit. « Et il a fini par changer le mien aussi », murmura-t-il. Après s'être habillé, Étienne se rendit à l'église du quartier, un petit bâtiment en pierre presque caché au milieu des ruelles. Il n'y était pas entré depuis des années. Depuis l'accident, il évitait tout lieu qui lui rappelait la foi. Mais ce matin-là, il poussa la porte en bois et sentit une odeur de cire fondue et d'encens. Il s'assit sur le dernier banc, ne sachant que dire. Pendant quelques minutes, il regarda simplement les flammes vacillantes des bougies, jusqu'à ce qu'un prêtre âgé s'approche. « Monsieur Moreau, » dit le prêtre avec un léger sourire, « cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu ici. » Étienne prit une grande inspiration. « Moi aussi, je pensais que je ne reviendrais jamais. Et qu'est-ce qui t'a ramené ?» Le juge regarda ses mains et répondit presque à voix basse, « Une lettre, et une fille qui croyait en ce que j'avais déjà oublié. » Le prêtre resta assis à côté de lui en silence. Ils restèrent là, côte à côte, écoutant simplement le bruit lointain du vent. Au bout de quelques minutes, le prêtre dit, « Parfois, Dieu parle aux gens à travers d'autres, et parfois, il choisit les enfants, car ce sont les seuls qui écoutent encore vraiment. » Étienne hocha la tête, les larmes menaçant de revenir. « J'ai jugé les hommes toute ma vie, père, mais hier, c'est moi qui ai été jugé, et un enfant était l'instrument de cette sentence. » Le prêtre sourit. « C'est peut-être ce que le Seigneur attendait, que vous vous éleviez non seulement physiquement, mais aussi mentalement. » Le juge baissa la tête et resta là un moment, laissant le silence parler pour lui. Lorsqu'il quitta l'église, le soleil illuminait déjà la ville. Les gens le reconnurent dans la rue et le saluèrent respectueusement. Certains s'approchèrent, lui touchèrent le bras, lui demandèrent des bénédictions et le prirent en photo. Étienne, gêné, se contenta de sourire. Il ne voulait pas être vu comme un saint ou un faiseur de miracles. Il voulait simplement qu'on se souvienne de lui comme de quelqu'un qui, après une chute, avait eu le courage de se relever. Sur le chemin du retour, il passa devant un kiosque à journaux. La une disait « La foi d'un enfant émeut la France ». Il y avait une photo de lui et d'Amélie dans la salle d'audience, au moment exact où il s'est levé de son fauteuil roulant. Instinctivement, il en acheta un exemplaire et le garda. Il voulait le montrer à la jeune fille quand il la reverrait. À cet instant, j'ai su ce que je devais faire. Il y avait quelque chose en lui qui l'empêchait de continuer sa vie comme avant. Il avait besoin de rendre ce qu'il avait reçu. J'avais besoin de faire quelque chose pour ces vies que la salle d'audience, qui avait autrefois ressemblé à un temple de pierre et de silence, semblait désormais différente, plus vivante, plus humaine. Le son de l'horloge,
Les pas des gens, même l'odeur du papier neuf avait une signification nouvelle. Aucun procès n'était prévu ce matin-là. Il était venu pour une seule raison, montrer à tous que la foi peut coexister avec la raison et que la justice peut être rendue avec le cœur. Les juges commencèrent à arriver, chacun avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. Le plus âgé d'entre eux, le juge René Duval, s'approcha avec prudence. « Étienne, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Étienne prit une grande inspiration avant de répondre. « Je ne sais pas comment l'expliquer, René. Je sais juste qu'une petite fille a cru que Dieu pouvait me relever. Et il l'a fait. » L'autre juge secoua la tête, ne sachant pas quoi dire. « Il y a des choses que même la loi ne peut écrire, » ajouta Étienne avec un léger sourire. « Hier, j'ai appris que justice et miséricorde sont sœurs, et que notre pouvoir est faible comparé à celui de pardonner. » Ses collègues se regardèrent, impressionnés par la sérénité de sa voix. Certains s'approchèrent et lui serrèrent la main. D'autres, plus sceptiques, se contentèrent d'observer à distance comme s'ils avaient peur d'y croire. Mais personne ne pouvait cacher son respect. Peu après, le juge se dirigea vers le classeur où étaient conservés les dossiers clos. Il chercha le nom de Luc Bernardin, ouvrant le dossier. Il trouva le procès-verbal de condamnation avec sursis, daté de la veille, et sourit en relisant sa propre note. La justice a choisi le pardon. Ces mots étaient plus qu'une décision juridique. Ils étaient l'incarnation d'une transformation. À ce moment-là, un souvenir lui revint en mémoire. Le regard d'Amélie, serein et confiant, lorsqu'elle disait « Dieu répare ce que le monde brise ». Il pensait à la façon dont un enfant, avec une lettre et un cœur pur, avait réussi à briser les murs d'un homme adulte rationnel et endurci. Il a alors décidé de faire quelque chose qui allait changer le cours de sa carrière. Il créerait, au sein du tribunal, un programme visant à offrir une seconde chance aux accusés manifestant des remords et le désir de reconstruire leur vie. Non pas par clémence, mais comme un nouveau départ. Il prit une nouvelle feuille de papier et écrivit le titre d'un projet qui venait de naître, renaître. Renaître. En dessous, il a écrit une phrase simple, parce que chaque être humain mérite d'avoir la chance de marcher à nouveau, même si c'est intérieurement. Il a mis le papier dans son dossier et a appelé sa secrétaire. « Marie, j'ai besoin que tu rassembles les directeurs du tribunal. Nous avons une nouvelle vocation pour cette maison. » Elle, toujours émue, hocha la tête. « Bien sûr, monsieur Moreau. » Et puis il se reprit avec un sourire tremblant. « Je veux dire, monsieur le juge, il souriait aussi. Tu peux m'appeler Étienne aujourd'hui. » Tandis qu'il classait les documents, le juge entendit les cloches de la cathédrale voisine. Chaque coup semblait lui rappeler qu'il était temps de tout recommencer, de pardonner, de reconstruire. Avant de quitter la salle d'audience, il jeta un nouveau coup d'œil au fauteuil roulant, dans un coin de la pièce. Il toucha le dossier et murmura « Merci de m'avoir enfermé, pour que je puisse apprendre la valeur d'être libre. » Et il marcha pas à pas vers la porte d'entrée. Dehors, le soleil illuminait les vieilles pierres de Lyon, et le vent charriait le parfum des fleurs d'automne. Étienne Moreau prit une grande inspiration, ressentant le monde entier pour la première fois depuis de nombreuses années. Et il se promit qu'il ne laisserait jamais la foi de la jeune fille se perdre dans les murs froids de la justice. 2 jours plus tard, alors que la salle d'audience grouillait encore de journalistes et de curieux cherchant à comprendre le miracle, Étienne Moreau prit une décision silencieuse. Il irait retrouver Amélie et son père. Il ne voulait pas le faire en tant que juge, mais en tant qu'homme. Il voulait regarder cette petite fille dans les yeux et la remercier. Il demanda à un employé de localiser l'adresse indiquée dans la demande, et, quelques heures plus tard, il se retrouva devant une petite maison de la banlieue lyonnaise. C'était une demeure simple, avec des murs décrépits, un jardin à l'abandon, et le son d'une vieille radio qui s'en échappait. Une odeur de pain frais flottait par la fenêtre, se mêlant à celle des fleurs qui persistaient dans le parterre. Il frappa à la porte. Pendant quelques secondes, seul un bruit de pas lointain répondit. Puis une voix masculine suspecte. « Qui est-ce »« Je suis Étienne Moreau », répondit calmement le juge. « Je viens rendre visite à Luc Bernard. » La porte s'ouvrit lentement. Luc apparut vêtu d'une chemise usée, l'air surpris. « Juge » murmura-t-il incrédule. « Vous êtes venu jusqu'ici » Étienne sourit. « Je suis venu vous remercier. » Luc avait l'air perdu. « Merci. Mais pourquoi ?»« Parce que ta fille m'a rendu ce qu'aucune phrase n'aurait pu me rendre. » Les yeux de l'homme se remplirent de larmes. Il ouvrit la porte plus grand et fit signe au juge d'entrer. La maison était petite mais confortable. Il y avait des dessins d'enfants scotchés au mur, un canapé usé et sur la table de la cuisine, une cafetière et 2 pains chauds. Amélie est dans le jardin. Tant dit Luc en s'essuyant les yeux. Elle joue avec le chien. La juge se dirigea vers la porte de derrière. Elle était là, vêtue d'une robe simple et pieds nus.
essayant d'apprendre à un chien à rapporter une boule de chiffon. Quand l'animal s'enfuit, elle rit, un rire léger et cristallin qui emplit l'air de vie. À la vue du visiteur, la jeune fille s'arrêta et resta immobile un instant. Puis elle afficha un large sourire. « Juge, vous êtes venu !» Il se pencha un peu, toujours avec difficulté, et répondit « Oui, je l'ai fait, ma petite. Et je suis venu te remercier. Merci, mais je n'ai rien fait. Tu as tout fait. Tu m'as redonné la vie. » Amélie pencha la tête avec curiosité. « Dieu ne s'est servi de moi que très peu. Monsieur le juge, il a fait le reste. » Étienne rigola doucement en touchant son épaule. « Peut-être, mais il a très bien choisi. » Luc observait la scène de loin, les yeux embués de larmes. L'homme qui avait jadis décidé de son destin était maintenant là, assis dans son jardin, discutant avec sa fille comme une vieille amie. C'était comme si le monde avait basculé et que tout avait été remis en place. Le juge prit une profonde inspiration et regarda autour de lui. « Luc, j'ai quelque chose à te proposer. » L'homme s'approcha. Attentif. « C'est toi qui commandes. »« Non, je vous en prie. » Étienne marqua une pause. « Je crée un programme au sein du tribunal pour aider les gens comme vous qui ont besoin d'une seconde chance. Je veux que vous travailliez avec moi. Je veux que vous montriez aux autres ce que le pardon peut apporter. » Luc resta silencieux quelques secondes. Puis il sourit ému. « J'accepte, votre Excellence. Mais seulement si vous promettez de continuer à marcher, » dit-il en plaisantant, essayant de retenir ses larmes. Le juge a ri. « Je te le promets. » Amélie sursauta et frappa dans ses mains. « Papa travaillera avec toi. » Étienne la regardait avec une affection débordante. Impossible de ne pas penser à Clara et à la fille qu'il avait perdue. Pour la première fois, il sentait que le passé ne lui faisait plus mal. Il ne faisait que l'instruire. Ils passèrent des heures à discuter. Luc raconta des anecdotes de l'atelier, parla des jours difficiles après son arrestation, des nuits où seule la foi de la jeune fille le soutenait. Étienne écoutait tout sans l'interrompre, comme s'il cherchait à apprendre l'humilité d'un homme simple. Avant de partir, le juge sortit l'enveloppe pliée de sa poche et la tendit à Amélie. « Je pense que c'est à toi. » Elle regarda le papier et secoua la tête. « Non, maintenant c'est à toi. » « Pourquoi ?»« Parce que c'est toi qui as cru. » Étienne Moreau arriva tôt ce matin-là, marchant d'un pas lent mais assuré. Dans la serviette en cuir qu'il portait sous le bras, se trouvait l'esquisse de ce qui allait devenir un projet historique, un programme de réinsertion et de pardon qui unirait justice et humanité. En haut de la page était inscrit le nom qu'il avait choisi, « Renaître ». Renaître, en termes simples, il avait décrit l'objectif, offrir aux personnes condamnées mais repentantes la possibilité de reconstruire leur vie par le travail, la foi et la responsabilité. Car une justice sans miséricorde n'est que vengeance, et une punition sans pardon n'est que douleur. Le juge se dirigea vers la salle de conférence où l'attendaient magistrats, avocats et journalistes. L'attente était palpable. Certains étaient là par curiosité, d'autres par incrédulité, et quelques-uns très peu, par sincère désir de comprendre ce qui avait transformé le juge le plus rigide de France en symbole de compassion. Étienne posa le projet sur la table et commença à parler, d'une voix ferme mais calme. « Messieurs, tout le monde sait ce qui s'est passé dans cette maison il y a quelques jours. Beaucoup tentent de l'expliquer. Certains disent que c'était la foi, d'autres une coïncidence. Je ne peux pas le dire. Ce que je sais, c'est que dans cette salle d'audience, quelque chose est né de nouveau. En moi et en tous ceux qui étaient là présents. » Il s'arrêta et scruta les visages devant lui. « Pendant des années, j'ai été esclave de la loi. Je croyais qu'infliger une punition équivalait à rendre justice. Mais un enfant m'a montré que le véritable pouvoir d'un juge ne réside pas dans la condamnation, mais dans sa capacité à pardonner. » Le silence était absolu. Chacun de ces mots semblait couler le long des murs et pénétrer le cœur des gens. « Le projet Renaissez, a-t-il poursuivi, ouvrira la voie aux tribunaux de tout le pays pour qu'ils reconnaissent la valeur des secondes chances. Nous voulons donner à ceux qui ont commis des erreurs la possibilité de se racheter par le service, l'apprentissage et un repentir sincère. » L'un des juges les plus jeunes, assis à la tête de la table, leva la main. « Et qui garantit qu'ils ne commettront pas à nouveau la même erreur, Excellence ?» Étienne la regarda sereinement. « Personne ne peut le garantir. Mais qui sommes-nous pour refuser l'opportunité de réessayer ?» Ces mots, simples et directs, mirent fin à la discussion. Il poursuivit. « J'ai moi-même vécu 10 ans en prison. Non pas dans une cellule, mais sur une chaise. Et j'ai compris que le corps n'est pas la pire des prisons, mais un cœur endurci. Ce jour-là, une fille m'a libéré. Maintenant, je veux libérer les autres. » Le procureur qui était présent au procès s'est levé, visiblement ému. « Votre Excellence, avec tout le respect que je vous dois, j'y étais.
Je l'ai vu. Et si ce n'était pas un miracle, c'était au moins un rappel qu'il y a encore de la lumière. Je me joins à vous. D'autres se sont levés. En quelques minutes, toute la salle applaudissait. Le son des applaudissements résonnait dans les couloirs, franchissait les portes et atteignait les employés, les avocats, les stagiaires, et même ceux qui étaient à l'extérieur et qui attendaient simplement un titre. Le projet a été approuvé le jour même. En moins d'une semaine, les premiers participants ont été sélectionnés. D'anciens détenus, des jeunes en liberté conditionnelle, des hommes et des femmes qui avaient tout perdu et portèrent le poids de la culpabilité. Luc Bernard était le premier nom sur la liste. Aux côtés d'Étienne, il assuma la coordination pratique du programme. Ils installèrent des ateliers, des cours de mécanique, de couture et de jardinage au sein même du palais de justice. Les couloirs, autrefois empreints d'une odeur de papier et de silence, embaumèrent désormais le café, les rires et les pas pressés. Amélie a également commencé à venir fréquemment. Les secrétaires la traitaient comme un porte-bonheur. Elle apportait des fleurs et des dessins, collait des cœurs colorés sur les murs et disait que c'était des petits bonheurs pour que personne n'oublie d'être sage. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les vitraux du hall principal, Étienne observa la jeune fille aider l'un des anciens détenus à porter des cartons. Elle sourit, et l'homme, qui avait jusque-là évité tout contact visuel, rit avec elle. Le juge ferma les yeux un instant et pensa « C'est ça que devrait être la justice. » À partir de ce jour, renaître se répandit dans toute la France. Les juges d'autres villes commencèrent à copier le modèle. Les tribunaux cherchèrent des conseils, et les journaux décrivirent le programme comme « le pont entre le droit et le cœur ». Mais pour Étienne, le succès ne résidait pas dans les chiffres ni dans les gros titres. Il résidait dans le regard de ceux qui croyaient à nouveau en eux. Il résidait en Luc, qui souriait désormais sans crainte. Il résidait en Amélie, qui continuait d'apporter la lumière partout où elle allait. À la fin de cette première semaine, le juge était assis seul dans son ancien bureau. Sur son bureau, il gardait encore l'enveloppe de la jeune fille. Il la regarda et sourit. « Renasser, à commencer avec une lettre », murmura-t-il. Et il en comptera de nombreuses autres. Il prit une feuille de papier vierge et écrivit les premiers mots du prochain chapitre de son histoire. « Le pardon n'efface pas le passé, mais transforme l'avenir. » Il plia le journal, le mit dans sa poche, se leva et regarda par la fenêtre. La ville respirait vivement, et le ciel orangé de Lyon semblait sourire avec elle. Les mois ont passé, et le projet Renaître l'information faisait déjà le tour du pays. Les tribunaux de Paris, Marseille et Toulouse ont adopté l'initiative d'Étienne Moreau, et des dizaines de vies ont commencé à changer. Les témoignages se sont multipliés. D'anciens détenus ont retrouvé le travail. Des familles se sont reconstruites, et des communautés entières ont redécouvert le pouvoir de l'empathie. Mais pour Étienne, la plus grande récompense ne résidait pas dans les statistiques ni dans les gros titres. Elle résidait dans la transformation silencieuse qui s'opérait en lui. Chaque jour, il se sentait plus léger, plus humain, plus proche de ce qu'il avait perdu. Non pas la mobilité de ses jambes, mais le sens de la vie. Il arpentait désormais les couloirs du tribunal sans se presser, saluant chaque employé par son nom. Il n'y avait plus aucune distance entre le juge et les personnes présentes. Il écoutait, souriait, posait des questions et prodiguait des conseils. Et lorsqu'il regardait le fauteuil roulant rangé dans un coin de son bureau, il ne voyait plus un symbole de douleur, mais de victoire. Amélie continuait de se rendre au palais de justice le samedi. Il arrivait toujours le sourire aux lèvres, apportant des fleurs ou des dessins colorés à coller sur les portes. Elle était devenue une sorte de mascotte du projet. Tout le monde l'appelait « la fille aux lettres ». Luc, quant à lui, coordonnait avec dévouement le service atelier. Respecté et apprécié, il disait toujours que le travail qu'il accomplissait était sa façon de remercier. Un après-midi de printemps, le juge se promenait dans les jardins intérieurs du palais de justice lorsqu'il aperçut Amélie assise dans l'herbe, en train de dessiner. Il s'approcha lentement et demanda « Que fais-tu, petit artiste ?» Elle leva les yeux, le crayon toujours dans sa main. « Je te dessine, moi ?»« Et pourquoi ?»« Parce que maman a dit que lorsque Dieu accomplit un miracle, nous devons le garder quelque part pour ne pas l'oublier. » Étienne sourit en s'asseyant à côté d'elle. « Et où gardes-tu ton miracle, Amélie ?»« Ici, » répondit-il en désignant sa poitrine. « Et toi ?» Il regarda le ciel un instant avant de répondre « Au même endroit. » Ils restèrent assis. « Je te le promets. Mais si je prends un peu de temps, je veux que tu continues à apporter des fleurs au tribunal, d'accord ?»« Marché conclu, » dit-elle en souriant. Il s'éloigna lentement, tenant toujours la lettre qui avait tout changé, pliée et glissée dans la poche de sa veste. Il se retourna et vit toute la salle d'audience applaudir. À cet instant, il comprit quelque chose de profond.
Le miracle ne résidait pas dans les jambes qui bougeaient, mais dans les âmes qui s'ouvraient. Lors de la conférence, Étienne a raconté son histoire à des centaines de personnes. Il a parlé de foi, de pardon et d'humanité. Il a déclaré que le monde juridique devait réapprendre à considérer les personnes, et pas seulement les crimes. À la fin de son discours, l'auditoire s'est levé en silence, beaucoup les larmes aux yeux. Il a conclu avec les mots qui sont devenus la devise de sa vie. La véritable justice ne se mesure pas à la punition que nous infligeons, mais à l'espoir que nous sommes capables de restaurer. Il a reçu une ovation debout, mais pour lui, les plus grands applaudissements auraient pu venir d'un endroit bien plus simple, le sourire d'une petite fille lyonnaise. De retour en France, quelques semaines plus tard, Étienne reçut une courte lettre dans son bureau. Il reconnut immédiatement l'écriture. C'était d'Amélie. « Monsieur le juge, il me manque. Les fleurs que j'ai plantées dans le jardin du palais de justice poussent. Je crois qu'eux aussi croient au miracle. Avec amour, Amélie. » Il sourit et les larmes revinrent. Il rangea la lettre avec la première. Et pour la première fois depuis longtemps, il comprit que le monde pouvait changer, un cœur à la fois. Le soleil se couchait sur Lyon, une lueur dorée se reflétant sur les toits anciens et les eaux calmes de la Saône. Le palais de justice, symbole de froideur et de bureaucratie depuis des années, vibrait désormais d'une énergie nouvelle. Entre ces murs autrefois froids, naissaient des histoires de nouveaux départs, de sourires, d'accolades et de secondes chances. Le projet Renaître avait transformé des vies, et avec elle, avait également transformé l'homme qui l'avait élevé. C'était la fin de la journée, lorsqu'Étienne Moreau entra dans son ancienne salle d'audience. Il n'y avait personne. Le silence était presque emprisonné. Il se dirigea vers le fauteuil roulant rangé dans un coin et passa la main sur le dossier. Il sentit le cuir usé, le métal froid. Ce fauteuil l'avait emprisonné pendant 10 ans. Maintenant, il n'était plus qu'un rappel de tout ce qu'il avait surmonté. Il resta assis un moment, non par nécessité, mais par respect. Il ferma les yeux et entendit l'écho lointain de la voix d'Amélie. « Dieu répare ce que le monde brise. » Un doux sourire apparut sur son visage. « Oui, petit, il le répare vraiment, » murmura-t-il. Lentement, il se leva. Il marcha jusqu'au centre de la salle et regarda les bancs où autrefois des dizaines d'accusés avaient entendu sa voix froide prononcer des sentences impitoyables. Il se souvint de chaque visage, de chaque larme, et comprit que derrière chaque erreur se cachait une histoire, et que peut-être beaucoup de ces hommes avaient simplement besoin que quelqu'un croie en eux. Là, seul le juge, autrefois symbole de rigidité, s'agenouilla, non pas devant un autel, mais devant sa propre conscience. « Merci, Seigneur, » murmura-t-il. « Merci de m'avoir jugé avec amour, alors que je ne savais juger qu'avec sévérité. » Les larmes coulaient en silence. Elles n'étaient plus de douleur, mais de gratitude. Levant les yeux, il vit la lumière du soir filtrer à travers le vitrail, teintant le sol de teintes dorées et cramoisies. Ce simple spectacle de la nature lui semblait un signe. Le monde extérieur était resté le même, mais à l'intérieur, tout avait changé. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit lentement. Amélie apparut tenant un petit bouquet de lavande. La fleur préférée de sa mère, lui avait dit un jour Luc. « Monseigneur, » dit-elle en courant vers lui, « je suis venue apporter des fleurs pour embellir le palais de justice. » Étienne s'agenouilla à sa hauteur. « Tu sais toujours ce dont le monde a besoin, n'est-ce pas, Amélie ?» Elle sourit en lui tendant le bouquet. « Le monde n'a besoin que d'amour, votre honneur. » Il prit les fleurs, touché par la simplicité de la réponse. « Et tu en as apporté assez pour nous tous. » Amélie le serra dans ses bras et son cœur se réchauffa. Ils restèrent là un moment silencieux, comme père et fille. Puis elle le regarda dans les yeux et lui demanda « Es-tu heureux maintenant ?» Étienne réfléchit un instant avant de répondre « Plus qu'heureuse, Amélie. Je suis en paix, la fille sourit. Maman a dit que la paix, c'est quand notre cœur recommence à bouger. » Il rigola doucement, essuyant ses larmes. Et mon cœur bat à nouveau. Petite alors qu'elle courait dans la cour, il la regarda disparaître dans la lumière déclinante. Il sut à cet instant que ce serait la véritable fin de l'histoire. Non pas le miracle de ses jambes, ni la réussite du projet, mais la renaissance de quelque chose que le temps et la douleur avaient enseveli, la foi. Quelques jours plus tard, Étienne était invité à donner une interview à une chaîne nationale. Le journaliste, visiblement ému, demanda « Monsieur Moreau, qu'avez-vous appris de tout cela ?» Le juge est resté silencieux quelques secondes avant de répondre. « Il y a des jugements qui n'ont pas leur place dans les tribunaux, » dit-il. « Le jugement le plus important a lieu ici. » Il se toucha la poitrine. C'est le jugement de Dieu, et dans ce tribunal, le verdict est toujours l'amour. Le journaliste n'a rien pu dire. Le pays tout entier a suivi l'interview, et des milliers de personnes ont été touchées, non pas par le miracle en lui-même, mais par le message qu'il a laissé.
La foi permet de croire à l'impossible. Et le pardon est le chemin qui nous ramène à la vie. Dans les mois qui suivirent, le nom d'Étienne Moreau devint synonyme d'espoir. Projet. Renaissance a acquis une reconnaissance internationale et des délégations d'autres pays sont venues en France pour étudier ce modèle de justice qui unissait droit et compassion. Mais parmi tous les prix, titres et honneurs, le juge n'a gardé que 2 choses dans le tiroir de son bureau, l'enveloppe originale contenant la lettre d'Amélie et le bouquet de lavande, désormais sec mais toujours parfumé. Chaque matin, avant de commencer à travailler, il touchait l'enveloppe et disait doucement « Merci, petit, les années passèrent ». Amélie grandit. Luc devint un exemple de dépassement de soi, et Étienne continua de consacrer sa vie à la cause qu'une petite fille lui avait enseignée, croire. Et quand le temps l'appela enfin au repos, déjà vieux, il laissa une seule phrase gravée sur sa pierre tombale, simple et éternelle comme le miracle qui changea sa vie. Ici repose un homme qui a remarché, d'abord avec ses jambes, puis avec son cœur. Ce même jour, la lavande fleurissait à nouveau dans le jardin du palais de justice. Les passants juraient sentir le doux parfum qui flottait dans l'air, comme si la foi d'un enfant subsistait, rappelant au monde que Dieu répare effectivement ce que le monde brise.